Et bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Si c'est bon, est-ce que quelqu'un peut mettre un petit message là sur la messagerie? Ok, nickel. Eh bien super. Ok, tout le monde m'entend. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, même si pour ceux qui sont en mentoring, donc la plupart d'entre vous, avec moi, ben, les vacances, il y en avait, mais l'entraînement continue. On s'arrête pas. Euh, alors, aujourd'hui, on va évoquer un thème qui est très spécifique, hein, qui est le cursus d'intégration, donc toutes les étapes que vous allez rencontrer à partir du moment où on veut intégrer les forces spéciales, on veut intégrer l'armée de terre. Euh, Quelles sont les étapes qu'on va rencontrer, comment on va pouvoir y faire face, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on s'y prépare. Voilà, on va essayer d'évoquer un petit peu tout ça. Et ensuite, vous pourrez poser des questions si vous en avez. J'espère être assez clair mais bon, il y aura toujours des questions, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on va commencer tout simplement par alors pour certains, vous avez déjà passé pas mal d'étapes, hein, donc le début peut-être que ça va vous parler, mais ce sera du vécu pour vous. Voilà, il vous reste toujours des étapes. Ceux qui ont terminé, et notamment je pense à tous ceux qui intègrent très prochainement, là, il y a un bon groupe, ne sont pas là ce soir. Alors la première chose déjà, c'est je veux intégrer une unité opérationnelle, une unité des forces spéciales. Euh, Première chose à faire, se renseigner où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, hein, parce que certains disent simplement voilà, moi je veux intégrer les forces spéciales. C'est pas suffisant. Quand on se présente dans un CIRFA, il faut savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire. C'est important. Chaque unité est différente. Il faut savoir les distinguer. Il faut donc vous renseigner sur Internet, auprès du CIRFA. Voilà, maximum. Vous avez beaucoup en source ouverte d'informations aujourd'hui. Renseignez-vous bien sur où vous voulez aller. Ça, c'est important. Ensuite, il vous faut pas vous donner qu'une seule option. C'est-à-dire qu'on vous demandera, et on y viendra après sur le CIRFA, on vous demandera souvent d'avoir une P2, voire une P3. En P1, vous partez sur l'unité que vous voulez intégrer. Pensez éventuellement si pour une raison ou une autre, vous faites échec à avoir une P2. Alors généralement, pour ceux qui veulent intégrer les FS, euh, c'est forcément systématiquement une unité TAP. Hein. Les FS sont TAP, donc TAP parachutiste. Euh, donc il faut viser avoir en P2 généralement une unité non parachutiste, tout simplement parce que si vous êtes inapte TAP, si vous avez une inaptitude, il faudra vous rabattre sur l'option 2. Donc une unité non TAP et éventuellement une P3, une troisième unité de votre choix. Ça, c'est déjà ce qu'il faut prendre en compte avant même d'aller voir un CIRFA. Hein. Lorsque vous arrivez, l'étape qui est la suivante, hein, lorsque vous arrivez dans un CIRFA, vous prenez contact avec un CIRFA, vous allez être en contact avec un recruteur, quelqu'un qui va vous orienter, qui va vous accompagner. Vous allez monter un dossier et lorsque vous allez avoir ces premiers rendez-vous, allez-y déjà avec une idée bien fixe en tête. Vous arrivez, vous savez ce que vous voulez faire. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous savez pas trop, on peut, et ça c'est le rôle du CIRFA, hein, le rôle du CIRFA c'est de remplir aussi des cases, hein, il y a des places dans des régiments, il faut mettre des gens dans des régiments. Si vous savez pas trop, on va peut-être vous proposer des régiments qui ne vous conviendront pas. On va peut-être vous imposer, imposer peut-être pas jusque là, mais on va vous dire voilà, ton profil c'est ça. Je pense que tu devrais aller dans ce régiment-là. Donc arriver en toute connaissance de cause. Lorsque vous avez votre premier rendez-vous avec le CIRFA, n'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner, mais il est important, lorsqu'on est face à un recruteur, de poser ses conditions aussi. Attention de ne pas vous laisser diriger dans la direction que vous ne voulez pas aller. Alors je m'explique.
Si vous voulez aller, par exemple, au 13e RDP, vous dites voilà, moi, mon objectif, c'est le 13e RDP. Il faut déjà bien imposer son choix. Hein, parce que on peut vous dire oui, mais je te verrai plus dans tel régiment, etc. Donc j'insiste bien là-dessus. Vous savez où vous voulez aller et vous le faites bien savoir. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut savoir une chose aussi, c'est que quand on va au CIRFA, on sait que l'étape d'après, ça sera les tests CSO. On en parlera après. Euh, et donc, il faut arriver préparé. Parce que on n'arrive pas au CIRFA si on ne s'est pas préparé physiquement, si on n'a pas déjà le niveau. Et quand je parle de niveau, euh, je vais parler de niveau, par exemple, pour l'agrément FS, hein, où on va vous demander un certain niveau physique. Si vous êtes très très loin de ce niveau, commencez à vous préparer. Quand vous arriverez, on va dire, à la moyenne, au niveau seuil, quoi, là, vous pourrez aller au CIRFA. Euh, Quoi qu'il en soit, prenez bien en compte une chose, c'est que le CIRFA ne va pas vous imposer une date. Il ne vous impose pas une date. C'est vous qui décidez quand vous êtes prêt ou pas pour aller passer les tests. Si vous arrivez au CIRFA, votre recruteur vous dit OK, ben, tu iras passer les tests le mois prochain, il y a de la place. Vous n'êtes pas prêt physiquement. Erreur. Vous allez passer vos tests, ben, reçus, d'accord, très bien, vous allez passer vos tests et vous n'aurez pas les bons résultats et votre objectif va s'arrêter là. Ou alors, vous allez être réorienté sur un choix qui ne vous convient pas. Donc, soyez prêts, si possible. Comme ça, si on vous donne une date, vous serez prêt. Et si jamais vous n'êtes pas tout à fait prêt, quand on vous donne une date, dites non. Dites non, je ne suis pas prêt. Je pense que voilà, je serai prêt d'ici 2, 3, 4 mois. Voilà, c'est pour ça que n'allez pas au CIRFA en disant que vous n'êtes pas prêt et que vous serez prêt dans un an, quoi, parce que ça va pas le faire. Donc, il faut aussi prendre ces éléments en compte. C'est important. Ensuite, il y a un autre élément qui est important à prendre en compte. Alors ça, c'est pour les candidatures FS. Vous, quand on ne connaît pas, quand on se renseigne, généralement, et moi j'ai très souvent le cas, euh, vous me contactez et vous me dites, voilà, moi j'ai 28 ans et je veux intégrer les forces spéciales. Autant vous dire que c'est trop tard. Et vous me dites, oui, mais non, j'ai vu que c'était 29 ans pour intégrer l'armée. Oui, mais il faut savoir que pour les candidatures FS, il y a quand même un âge, ça j'en parle souvent, hein, donc c'est 25-26 ans maximum. Généralement 26 ans c'est compliqué, mais 25 ans ça peut passer. Donc prenez en compte aussi votre âge. En fonction de ce que vous faites, si vous faites des études, euh, vous programmez d'aller dans un CIRFA parce que vous avez l'objectif d'intégrer l'unité FS en fonction de votre âge, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a quand même, avant même de se présenter au CIRFA ou de passer ces tests CSO, il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte qui font partie du profil, l'âge, le niveau scolaire aussi. Hein, c'est bien d'avoir un bac quand on veut intégrer les forces spéciales, même si c'est pas une obligation. Il faut savoir que les recruteurs, eux, quand ils vont récupérer les dossiers, eh bien c'est toujours pareil. Hein. Si j'ai 50 dossiers et que je dois en sélectionner 10, ben, ceux qui ont 25 ans, qui sont déjà un peu limite au niveau de l'âge, euh, je vais les mettre en bas de la pile. Ceux qui ont un niveau physique juste limite, on en parlera après, ils sont aussi en bas de la pile. Euh, voilà, tous ces éléments sont pris en compte. Donc, l'idée, c'est d'arriver dans les meilleures conditions avec les critères qui vont bien, donc de bien gérer son truc dès le départ. Ça ne veut pas dire que après c'est mort, hein, c'est que ça peut être plus compliqué. Il va falloir travailler plus dur et être très bon pendant les entretiens, mais on y viendra aussi. Donc voilà déjà dans un premier temps. Aussi, chose que j'ai pas dite, mais qui est importante, quand vous ciblez une unité, que vous voyez votre recruteur, montrez que vous connaissez bien cette unité, renseignez-vous sur l'unité. Hein. De toute façon, lorsque vous passerez les entretiens, ne serait-ce dans un premier temps qu'au CSO, il faudra montrer que vous connaissez cette unité et bien entendu, si vous êtes reçu
et que vous êtes reçu en entretien recruteur sur une unité FS, il est évident qu'on y va, on connaît très bien l'unité et on sait très bien comment ça se passe. Voilà, on est bien renseigné. Là, je parle que de l'unité, mais plus on va monter au niveau entretien, plus il va falloir connaître de choses. Donc ça, c'est la première étape. Je vais à mon recruteur, je sais ce que je veux. Tous ces éléments que je viens de citer, vous les avez pris en compte. Vous allez vous préparer dans un premier temps. Le premier objectif d'une préparation, on commence pas à aller faire des marches avec un sac, à aller faire je ne sais quoi les premières semaines, alors qu'on n'a même pas passé ces tests CSO, sauf si on a déjà le niveau requis. Si on n'a pas encore le niveau requis, il va falloir se préparer spécifiquement pour les tests que vous allez effectuer, les tests physiques étant un max traction strict, un maximum de squat en 1 minute et un test Luc léger. On va parler un petit peu déjà de ces épreuves sportives. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, première chose, les tractions, quand je dis strict, c'est strict. Si vous faites des tractions qui sont pas clairement bien effectuées et très strictes, autant vous dire, et c'est même le cas pour des gens qui font des tractions strictes, mais qui ont peut-être les mains un peu trop, les prises de main, une prise de main un peu trop large, un peu trop serrée. Les personnes qui vous évaluent sont assez dures et bien souvent, on a un max à, je ne sais pas, à 15 et on va vous en compter 12 par exemple. Donc il faut toujours avoir un peu plus que ce qui est demandé. Et qu'est-ce qui est demandé? Normalement, on va dire que la base minimum, c'est d'effectuer au minimum 10 tractions, au minimum palier 10 au luc léger, et les squats, c'est moins le sujet, mais il faut être au moins à 45 squats. La barre qu'il faut viser, c'est 15 tractions, c'est palier 12 au test luc léger, et si possible, essayer d'aller chercher les 60 squats minutes. Encore une fois, plus vous vous approchez de cette moyenne, plus votre dossier, si vous êtes pris, si vous avez l'agrément, se retrouvera en haut de la pile. Il en est de même pour les unités non FS. En l'occurrence, viendra en second les unités TAP. Hein, c'est pas parce qu'on veut pas aller dans les forces spéciales, mais qu'on veut aller au 8, au 3, au 17, aux premières CP, peu importe. Ce sont des régiments TAP. On vous demande d'être apte TAP et être apte TAP, c'est savoir faire un certain nombre de tractions, faire un certain temps sur un 8 km TAP, donc un 8 km en tenue opérationnelle, avec un sac de 11 kg, en moins d'une heure. Mais autant vous dire que en fonction des unités, il faut quand même viser 45 minutes. Voire moins de 40 minutes pour les meilleurs. Mais ce qui veut dire que même pour une unité TAP, vous n'avez pas un agrément à aller chercher. Cependant, c'est toujours pareil, votre niveau physique, il a une importance. Ça, c'est sur l'aspect physique. Idem pour les tests luc léger. Pour les tests luc léger, quelques petits conseils. C'est un test luc léger, donc c'est pas parce qu'on est bon sur du long, par exemple, qu'on va être bon sur un test luc léger. Le test luc léger, il reste assez spécifique. C'est quelque chose qui est très court, qui est très tonique, qui est assez violent sur le plan cardio. Donc, avant de commencer un test luc léger, déjà on s'échauffe. Hein, on doit vraiment commencer bien échauffé. On prend le temps de s'échauffer. Quand vous faites un test luc léger, sur les premiers paliers, il faut être au maximum relâché. On relâche les épaules, on est détendu. Voilà, on cherche à être relâché le plus longtemps possible et de toute façon, naturellement, à un moment, lorsque ça va commencer à s'intensifier, vous allez être de moins en moins relâché. Mais au moins, au début, il faut y penser. Si on n'y pense pas, rapidement, on se contracte un petit peu. Donc, vous allez y penser, c'est important. Et à un moment, comme je vous dis, vous serez un peu moins relâché et vous n'y pensez plus et on est dans le match. C'est pareil, le test luc léger, ce sont des allers-retours à faire sur une distance qui est très courte. Donc, lorsque vous faites ces allers-retours, il faut pas arriver très fort. Il faut pas arriver très fort. Il faut essayer d'avoir un déroulé assez tonique, mais il faut essayer d'être relâché à chaque fois en fin de course et repartir avec en étant dynamique. Ça, c'est pour éviter de s'épuiser.
donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Le jour où vous passez vos tests physiques lors des tests CSO, il est bien, généralement c'est le matin, donc je ne sais pas à quelle heure sont les réveils, etc. Mais levez-vous le plus tôt possible, de manière à avoir quand même un réveil musculaire qui soit assez efficace. Si vous avez des tests à 9 heures et que vous vous levez à 8 heures, chose qui n'est peut-être pas, je sais pas encore une fois à quelle heure, comment ça se passe exactement au niveau des horaires, tout ça, mais essayez de vous lever le plus tôt possible parce que vous allez aller déjeuner, prendre votre petit déjeuner et l'idéal c'est quand même d'avoir pu digérer et arriver dans de bonnes conditions. Donc ça, ce sont des petites choses, mais des petites choses à prendre en compte, faire une bonne nuit de sommeil, etc. Lorsque vous allez passer vos tests CSO, ben, réveil 6 heures pour test 8 heures, voilà, hein, si vous pouvez vous lever, bon, à 6 heures, ça reste correct. Merci Martin. Lorsque vous passez vos tests CSO, de plus, vous allez avoir des tests psychotechniques, vous allez avoir des tests d'anglais, vous allez avoir un entretien et un rendez-vous et des tests médicaux. C'est pareil, lorsqu'on veut intégrer un régiment TAP ou une unité des forces spéciales, il faut être apte TAP. Donc apte à sauter en parachute, ce qui veut dire que vous êtes observé au niveau médical. Vous ne devez pas avoir de problème de dos. Alors quand je dis problème de dos, c'est tout ce qui est, je crois, scoliose et lordose. Euh, on va évaluer le degré et en fonction d'un certain degré, vous pouvez être inapte TAP. Il en est de même pour d'autres, pour les yeux par exemple. Certains ont des problèmes de myopie par exemple. C'est pas rédhibitoire. Hein. Il faut savoir qu'il y a des problèmes. Je crois que c'est la myopie. Vous pouvez vous faire opérer. Mais prenez en compte que si vous vous faites opérer, vous avez une inaptitude de 6 mois si vous avez plus de 21 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et si vous avez moins de 21 ans, si vous faites opérer à 18 ans, je crois que, d'ailleurs c'est ça, vous êtes inapte jusqu'à vos 21 ans. Donc quoi qu'il en soit, si je dis pas de bêtises, mais je vérifierai, mais il me semble que c'est ça. Donc ce sont des petits éléments qu'il faut prendre en compte aussi. Il y a aussi, les pieds. Les pieds plats, voilà, ça peut vous apporter une inaptitude, mais c'est toujours pareil à un certain degré aussi. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut aussi prendre en compte hein, et faire et donc il faut savoir. Euh, Lorsque vous passez devant le service médical, c'est pas la peine de commencer à dire voilà j'ai eu une entorse du poignet la semaine dernière. Voilà, c'est pas la peine de s'étaler sur des petits bobos. Il suffit que vous tombez sur quelqu'un qui soit assez dur et il va commencer à chercher un petit peu et ça risque de vous poser problème. Ou ne cherchez pas les problèmes. Si tout va bien, tout va bien. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, les tests psychotechniques, c'est pas quelque chose qu'il faut préparer pendant des semaines. Hein. Certains se mettent la pression. Il n'y a pas de pression à avoir sur des tests psychotechniques. Vous pouvez trouver sur le site de l'armée de terre, je crois, et il y a des manuels pour s'exercer un petit peu. Vous pouvez le faire. Cependant, vous avez aussi des tests psychométriques. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, hein, ce sont des tests qui vont chercher à déterminer un petit peu votre profil. Votre profil, c'est-à-dire que il y a beaucoup de questions qui vont défiler, enfin des affirmations. Vous devez, je crois que c'est vous cocher la phrase qui vous correspond ou, enfin bon, ça détermine votre profil. Ça, on ne cherche pas à mentir. Hein, parce que de toute façon, ces tests sont faits pour ça. Si vous, dans votre tête, vous vous dites, ok, je veux faire je veux aller dans telle unité, le profil c'est un peu ça, mais je suis pas trop comme ça, mais il faut que j'ai l'impression d'être comme ça, donc je vais dire je suis comme ça. Je sais pas si vous m'avez suivi. Ça ne sert à rien, c'est pas la peine. Euh, Ça se voit. Donc, soyez vous-même, répondez ce qui vous semble être le plus correct, ce qui vous définit le mieux, et cela déterminera votre profil. Tous ces éléments-là seront pris en compte. Un test d'anglais qui vous donnera aussi un certain niveau. L'anglais, c'est important. C'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas délaisser, qu'il faut bosser. Hein. Aujourd'hui, l'anglais, c'est très important dans le milieu. Hein. Donc, travaillez-le. Et le faites pas 15 jours avant. Si vous avez des lacunes, et si vous n'en avez pas, ben, perfectionnez-vous aussi.
Donc, tous ces éléments sont pris en compte et vous passez un entretien. Et cet entretien, il va servir un peu à déterminer. Alors, c'est pas un entretien de recrutement, hein, dites-le vous bien. Hein, ne soyez pas non plus trop en stress. C'est pas un entretien qui fait qu'on va vous dire ah ben non, vous n'êtes pas pris pour aller dans cette unité. Non, on n'en est pas là. Par contre, c'est un entretien qui va permettre d'établir, de définir un petit peu avec vous par rapport à votre choix, par rapport au profil qui ressort de vous sur le plan psychotechnique, sur le plan sur tous les tests que vous avez faits, physique, médical, etc., médicaux, et on va pouvoir vous dire si vous avez un bon dossier. S'il y a un problème, on vous le dira tout de suite, hein, et puis vous en saurez un peu plus. Il est important quand même, lors de ces entretiens, de le préparer un minimum. Alors, quand on travaille ensemble l'entretien via le mentoring, on ne travaille pas l'entretien des tests CSO. On en parle au téléphone si c'est nécessaire avant que vous partiez, mais par contre, on le travaille réellement lorsque vous allez avoir les entretiens recruteurs après. Euh, Excusez-moi, voilà. Et donc voilà, tout ça c'est important. Les tests CSO, ça dure 3 jours. Vous n'êtes pas dans un régiment, mais vous mettez quand même les pieds dans une enceinte militaire. Vous allez croiser des militaires, vous allez être chapeauté un petit peu par des militaires. Donc vous devez surtout ne pas vous faire remarquer. Faites attention avec qui vous allez, entre parenthèses, traîner, hein, pendant ces 3 jours. Parce que les gens, les jeunes qui vont passer les tests CSO, il y a de tout. Hein. Vous avez des jeunes qui sont là parce qu'ils veulent vraiment faire ça, puis il y en a, ils y vont. Voilà. Il y a de tout comme partout. Donc, faites attention aux fréquentations. Hein, voilà. Ne vous faites pas remarquer. Quand vous avez du temps libre, profitez-en pour travailler un petit peu votre entretien. Donc, quand je dis votre entretien, si on veut aller plus loin, ça va être regarder un petit peu l'actualité. Tenez-vous un peu au jus de ce qui se passe. Renseignez-vous un peu sur l'organigramme un petit peu de la défense, savoir qui est le ministre de la Défense, etc., etc. Sur le régiment que vous voulez aller. Voilà, ce sont des choses que vous allez perfectionner un petit peu. Si on a du temps libre, on se croise pas les doigts, on se tourne pas les pouces, euh, et il y a des choses à faire. Ne stressez pas pendant ces 3 jours-là, il n'y a pas lieu de stresser. Et puis ça se passe bien. Généralement, il n'y a pas de raison. Quand on y va, généralement, on est préparé et ça se passe généralement très bien. Ne pas oublier les missions du régiment. On passe. J'ai pas lu la suite, mais en effet, hein, voilà. Alors après, attention, les missions du régiment, en fonction de où vous voulez aller, on ne va pas vous demander quelles sont les missions de tel régiment. Surtout pour les unités FS. En revanche, on peut vous demander où est-ce que les forces spéciales interviennent. Quels sont alors, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais savoir au moins où la France intervient dans le monde. Hein, donc ça, voilà, ça c'est important. Donc voilà pour les tests CSO. Le but des tests CSO, bien entendu, c'est de ressortir de là avec un agrément. Donc vous allez avoir quelques jours plus tard, via votre conseiller, une réponse. On va vous dire OK, vous avez l'agrément FS si vous postulez pour les FS, ou votre profil est retenu pour telle ou telle unité. Ça c'est important. L'étape suivante, elle est différente pour ceux qui veulent intégrer les forces spéciales et les autres. Ceux qui veulent intégrer les forces spéciales, normalement, on va vous donner une date pour les entretiens de recrutement. Les entretiens de recrutement, encore une fois, c'est quelque chose qui est essentiel, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, vous avez beaucoup de candidats. Ça, je suis pas rentré dans le détail là-dessus, mais vous vous en doutez bien et vous le savez, beaucoup de candidats. Euh, les tests CSO, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, hein. On se prépare un petit peu. On n'a pas forcément besoin d'avoir un préparateur physique ou une préparation physique spécifique pour faire un certain nombre de tractions, pour aller chercher un certain niveau au luc léger ou autre. C'est quelque chose qu'on peut atteindre facilement avec n'importe qui, voire seul, sans problème. Donc, beaucoup de monde sont encore présents.
et ont l'agrément. L'agrément, c'est voilà, il a le niveau, il a un profil qui va bien, il a un agrément. Cependant, là où il va y avoir une grosse, où ça va vraiment chuter, c'est au niveau des entretiens. Parce que les recruteurs, eux, vont voir passer tous les dossiers, sélectionner tous les dossiers qui ont l'agrément en règle générale. Mais s'il y en a vraiment beaucoup, il y a peut-être des dossiers qui seront squeezés, hein, comme je le disais tout à l'heure. Si vous êtes en bas de la pile par rapport à l'âge, par rapport à votre niveau qui est vraiment limite, il se peut qu'on ne vous convoque pas en entretien. Mais si vous êtes convoqué en entretien, dites-vous bien que il y a encore beaucoup de monde qui passe en entretien et il va y avoir très peu de place. Quand vous avez une session pour une unité, généralement, il y en a 2 par an pour les forces spéciales, environ une quarantaine de places. Si pour la session de 40 places, vous avez 250 candidats qui passent en entretien, eh bien, qu'est-ce qui se passe c'est très simple, hein, il n'y a pas 250 personnes qui seront prises, mais il y en aura 40, 45, parce que certains sont en liste d'attente. Et quand il y a des désistements, ils sont appelés. Mais donc, il y a vraiment peu de place par rapport au nombre de personnes qui vont venir et se présenter au niveau des entretiens. Donc, l'entretien, il est très important. Souvent, on n'y pense pas. Hein. Souvent, un jeune qui veut intégrer une unité d'effort spécial ne voit que avoir un gros niveau physique et c'est tout. Le gros niveau physique, et quand je dis un gros niveau physique, c'est être bon en traction, je cherche à faire X tractions, voilà. On s'en fout que vous fassiez 30 tractions ou 15 tractions, ça changera absolument rien, puisque de toute façon, vous serez prêt en entretien, et un entretien, ok, il fait 15 tractions, c'est bon. Par contre, c'est quelque chose d'autre qu'on va chercher, qu'on attend de vous. Pour vous faire passer à l'étape supérieure, et quoi qu'il arrive, lorsque vous vous intégrerez, c'est pareil, c'est pas parce que vous faites 30 tractions que vous arriverez au bout, loin de là, et j'en reparlerai tout à l'heure. Donc il faut être complet, mais l'entretien important. Qu'est-ce qui est important lorsqu'on passe en entretien? Alors déjà, il faut savoir que s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas admises à l'étape d'après, c'est tout simplement parce que la plupart, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, ne préparent pas cet entretien. On le prépare comme ça, on y va, ouais, bon, je suis motivé, ça va bien se passer. Un entretien, ça se prépare. Ça se prépare sur plusieurs plans. Et sur le mentoring, on le travaille. C'est une partie intégrante, c'est quelque chose que moi je prends très au sérieux parce que je sais que ça fait vraiment la différence. Donc l'entretien, il se prépare et il faut le travailler. Les entretiens, je vais pas rentrer dans le détail, hein, au même titre que d'autres étapes, parce que sinon, ça durerait au moins 4 ou 5 heures. Hein, mais je vais en parler un petit peu quand même. Déjà, le but, quand vous êtes convoqué, le jour où vous arrivez en entretien, déjà, la première chose, c'est d'arriver confiant, serein et détendu. Quand on a préparé son entretien, on est confiant, on est serein, on est détendu. Même s'il y a un petit stress, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est pas très grave. Mais ça, pour ça, il faut le préparer, cet entretien. Ensuite, quand on arrive dans un entretien, on arrive dans une tenue très correcte. On n'arrive pas en basket, en survêt ou je ne sais quoi. On n'arrive pas non plus en costard cravate. On arrive en casual chic. On est bien habillé. Ça, c'est important. L'entretien, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne que vous avez en face de vous, elle a plein de dossiers. Avant que vous rentrez dans la pièce, elle doit regarder votre dossier et rapidement, elle sait que votre niveau physique, c'est ça, votre diplôme, c'est ça, enfin, votre niveau scolaire, c'est ça, votre profil, ok, il est pas mal. Enfin voilà, ils ont quelques informations. Et en 10 minutes, des fois c'est 10 minutes, 15 minutes, mais c'est rarement plus long, vous allez devoir les séduire. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand vous allez rentrer, vous allez donner une impression de parce que vous dégagez physiquement, votre carrure, votre tenue. Quand je dis tenue, c'est la tenue vestimentaire. Ça va être aussi la tenue lorsque vous êtes assis face à votre recruteur. Est-ce que je suis avachi sur la table? Est-ce que je suis droit comme un bâton, hyper stressé? Votre tenue, elle est importante. Votre regard, enfin tout est important. Donc ce que je vois, je suis recruteur, il y a ce que je vois
la personne que j'ai en face de moi, je m'en fais une idée. Vous savez bien que on est tous humains et on fonctionne tous de la même façon. Quand vous rentrez dans une pièce, si vous avez 10 personnes, eh ben, naturellement, si on vous demande d'aller vers un groupe de personnes, vous allez peut-être aller vers un groupe de personnes ou vers des personnes qui vous inspirent confiance, qui vous ressemblent, voilà, pour plein de raisons différentes, sans rentrer dans le détail. Eh bien, le recruteur, lui, c'est pareil. Quelqu'un qui arrive en survêt, j'exagère, hein, c'est pour vous faire une image, et quelqu'un qui arrive très bien habillé, quelqu'un qui se tient bien et quelqu'un qui est avachi, eh ben on se fait une idée. Sans même dire un mot, déjà on se fait une idée. Donc on a une première image. Ensuite, il y a l'échange qu'il va y avoir avec les recruteurs. Si vous parlez bien, vous parlez d'un air détendu, mais pas trop non plus, la façon dont vous allez parler, ça c'est important aussi. Donc c'est un point qui va marquer les esprits. S'il n'y a pas trop de blanc, parce que si on vous pose une question, vous bloquez, vous stressez, il y a un blanc, voilà, ça marque, mais pas dans le bon sens. Ensuite, on va vous poser plein de questions. Les questions qu'on va vous poser, euh, il y en a plusieurs. Déjà, la première chose, c'est savoir se présenter. Ça, c'est essentiel. Hein. Il faut savoir se présenter. Quand on fait l'exercice, certains le font déjà très bien, certains en disent vraiment pas assez, et certains en disent beaucoup trop. Présentation, je vais pas rentrer dans le détail, hein, ça on le travaille ensemble, mais en gros, c'est ce que je vois sur un CV, le nom, le prénom, d'où vous venez, votre niveau scolaire, voilà, on brosse un petit peu ces éléments-là. Donc ça c'est important, la présentation, ça doit durer une trentaine de secondes. De toute façon, parfois on vous demande, hein, on vous dit voilà, vous avez 30 secondes pour vous présenter. Donc voilà, on vous impose un petit peu un temps, mais ça suffit largement. Et c'est gentil parce qu'on vous aide. Ensuite, il y a des questions que vous devez. Alors moi, je vous en parle de ces questions-là. Maintenant, à vous aussi d'imaginer quelles sont les questions qu'on peut me poser par rapport à vos lacunes éventuelles qui peuvent apparaître sur le dossier. Si vous avez fait un 10 au Luc Léger, c'est, comme je disais tout à l'heure, vous devez savoir, vous êtes conscient que vous êtes sur la petite, on est sur le minimum qui est demandé, mais ça passe. Mais attendez-vous à ce qu'on vous en parle pendant l'entretien. Donc, ayez des éléments de langage pour justifier un petit peu ce 10 au test Luc Léger. Ensuite, il peut y avoir voilà, tous les points comme ça qui peuvent être problématiques, anticipez-les. Ensuite, il va y avoir beaucoup de questions. Il peut très bien y avoir des questions. Pourquoi vous et pas un autre? Quelles sont vos qualités, vos défauts? Pourquoi telle unité et pas pourquoi telle unité et pas cette unité-là? Ouais, il y a plein de questions. Tout ça, ce sont des questions que vous devez personnellement travailler et ce sont des questions qu'on travaille ensemble. Alors bien entendu, moi, je ne vous donne pas pendant le mentoring les réponses. Il n'y a pas de réponse parfaite. Je vais vous donner des éléments de langage. Je vais essayer de vous aider à construire un petit peu ce que vous pouvez dire en fonction de qui vous êtes. Moi, je suis là pour vous aider, vous orienter. Je suis pas là pour vous donner des réponses, puisque de toute façon, la réponse, c'est vous qui allez la donner de par votre personnalité, votre expérience. Et donc voilà. Le but, c'est encore une fois que vous soyez à l'aise et ça, c'est important. Ensuite, il faut prendre quelques éléments en compte aussi, qui sont qu'un entretien peut se dérouler de différentes façons. Vous pouvez avoir un entretien qui est neutre, c'est-à-dire ça se passe bien, la personne en face de vous, elle ne vous met pas de pression, elle ne vous met pas trop à l'aise non plus, mais ça se passe très bien, donc il n'y a pas de stress et ça déroule. Il peut très bien y avoir un entretien où on va vous mettre la pression. On peut vous mettre la pression d'entrée, dès que vous rentrez dans la pièce. Un exemple, hein, un classique, hein, on vous a demandé, on vous toquez, on vous dit d'entrer, venez, mais on vous a pas dit asseyez-vous. Et il y a une chaise juste devant, donc vous, naturellement, vous approchez, vous vous asseyez. Là, on peut très bien vous dire, je vous ai pas dit de vous asseoir, vous ressortez, vous retapez, etc. Donc là, déjà, vous prenez un petit coup de pression avant même d'avoir ouvert la bouche. Donc soyez très attentifs à ces choses-là. Et donc, il peut y avoir une pression volontaire mise
dès le début de l'entretien, comme cette pression, elle peut arriver pendant l'entretien. Tout se passe bien, puis à un moment, on vous pose une question, quelque chose de fait pour vous mettre un coup de pression, ou on vous met un coup de pression par rapport à peu importe la raison. Et là, on essaye de vous déstabiliser. Alors, une chose à savoir, c'est que quand ça arrive, ça, et si ça arrive, il ne faut pas perdre ses moyens. Déjà, sachez que ça arrive très souvent. C'est quelque chose qui est très fréquent. Et quand ça arrive, généralement, c'est pas sur les profils les plus mauvais. Euh, Ça peut arriver sur des profils qui sont même très très bons et volontairement. Pourquoi? Parce que moi, si j'ai des dossiers avec des profils qui sont très bons. Je sais très bien que le gars, je vais le recevoir en entretien, je parle 5 minutes avec lui, je vois qu'il est très bien, son dossier est parfait, le mec a un gros niveau physique, un gros niveau scolaire, il parle très bien, il présente bien. Euh, ok, ça fait quoi? Je vais parler 20 minutes avec lui, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Pas grand-chose. Par contre, si je lui mets un coup de pression, volontairement, je le mets dans le doute, je vais voir s'il garde ses moyens. S'il sait garder ses moyens, et ça c'est important parce que je vais pouvoir aller un peu plus loin sur la personne qui déjà est très bien. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Dites-vous simplement que quand vous rentrez dans la pièce, à tout moment, on peut vous mettre la pression et que c'est tout à fait normal, qu'il faut garder son calme, il faut rester zen et que voir peut-être même c'est positif, c'est pas négatif. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Donc c'est le deuxième type d'entretien que vous pouvez rencontrer. Le troisième type d'entretien que vous pouvez rencontrer, moins fréquemment sur un entretien recruteur à ce niveau-là, mais peut-être que c'est un entretien que vous rencontrerez plus tard ou pour ceux qui sont déjà militaires et qui postulent pour des unités spécialisées. Généralement, ce sont des entretiens où là, justement, on va vous mettre en confiance, mais un peu trop. C'est-à-dire que vous allez rentrer et l'entretien peut se passer, alors pas forcément, alors je sors un peu du cadre CSO, mais peut se passer voilà dans le bureau, dans une salle repos. On vous propose un café, on vous met vraiment à l'aise, on vous tutoie. C'est vraiment cool. On parle de plein de trucs. Là, n'oubliez pas que vous êtes quand même là pour passer un entretien. C'est pas parce que on vous met hyper à l'aise que vous devez commencer à oublier que vous êtes là pour passer un entretien, que vous êtes là pour éventuellement passer des sélections derrière, et commencer à prendre ses aises, s'avachir, tutoyer, voilà. Ceux qui réagissent comme ça, quand ils sortent de l'entretien, ils sont persuadés que ça s'est extrêmement bien passé. Bah forcément, on m'a payé un café, on m'a tutoyé, on a parlé de plein de trucs, et les mecs étaient excellents, c'était super, etc. Ça s'est pas forcément bien passé parce que justement, on fait exprès de vous mettre trop à l'aise et justement, le recruteur, la personne qui vous reçoit en entretien, eh bien, quand vous allez sortir, elle va se dire, ok, lui, non. Non, parce que si ce mec-là, il doit intégrer notre équipe plus tard, là, il est en phase quand même de recrutement, il prend complètement ses aises. Ce gars-là, dans 3 mois, il nous dit ce qu'on doit faire. L'intégration va peut-être être un peu difficile. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est un peu les 3 types d'entretien. Celui-là, j'y mets une parenthèse parce qu'il ne vous concerne pas directement, sauf pour ceux qui sont mili et qui présentent des thèses dans des unités un peu spécialisées. N'oubliez jamais que vous êtes là parce que vous devez prouver des choses tout en restant détendu. Voilà un petit peu pour la partie entretien. Donc l'entretien, on vient de l'évoquer, c'est important, vous l'avez compris. Une fois que l'entretien est passé, il peut se passer plusieurs options possibles. Soit on vous propose, pour ceux qui veulent intégrer une unité FS, et après les tests CSO, après les entretiens, parfois même avant, mais généralement c'est après, de faire une préparation militaire parachutiste, force spéciale, terre. Force spéciale, une PMP-FS. Pour ceux qui ne veulent pas intégrer les unités FS, même au moment des tests CSO, hein, on peut vous proposer de faire une préparation militaire, mais ça peut être une préparation militaire parachutiste, ça peut être une préparation militaire spécifique, leadership, enfin, il y a plein de préparations militaires différentes. À la base, une préparation militaire, c'est fait pour vous montrer un petit peu l'environnement militaire, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, vous présenter le milieu
dans lequel vous voulez aller. Si c'est des parachutistes, eh ben, vous faites une PMP, vous allez sauter en parachute, vous allez être avec des gens qui sont des parachutistes, qui vont vous accompagner pendant cette période-là. On va vous faire vivre des activités militaires. Voilà, vous mettez un pied dedans, mais vraiment un petit pied dedans. La PMPFS est un peu différent parce que la PMPFS, pareil, je ne vais pas en parler 2 heures parce que j'ai fait un webinaire là-dessus qui a duré 2 heures et demie, je crois, ou 2 heures, juste pour parler de la PMPFS. Alors, autant vous dire que si je commence à déborder, ça va durer longtemps. Mais pour en parler très rapidement, déjà, il faut savoir qu'il y a un nombre de places limité, hein, donc tout le monde ne pourra pas faire une PMPFS. Quand on envoie quelqu'un à une PMPFS, c'est soit parce que c'est obligatoire, notamment pour ceux qui postulent pour le premier PIMA, soit parce que on veut en savoir plus sur la personne. Elle était bien l'entretien, il est bien, le candidat est bien, mais il y a beaucoup de candidats qui sont bien, et on a un certain nombre de places, donc on se doit d'envoyer des gens faire une PMPFS pour sélectionner encore un petit peu. Parce que 20 minutes, comme je vous ai dit, ça suffit pour se faire une image de qui on a en face de soi. Ça suffit pour être séduit en partie, mais si on a besoin d'en savoir plus ou si on n'a pas été assez bon, eh bien la PMPFS, ça dure pas 20 minutes, ça dure 15 jours. Donc là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin puisque les personnes qui vont encadrer cette préparation sont des gens des unités FS. Cette PMPFS, ça va durer 15 jours. Vous avez à peu près une quarantaine de places, un peu plus. Vous allez avoir des tests physiques, vous allez faire des activités militaires, de la piste d'audace, du parcours d'obstacles, du tir. Vous allez avoir des activités de cohésion où on va juger de votre cohésion, on va évaluer un petit peu votre personnalité dans un groupe. Votre personnalité, est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'efface, qui est effacé, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va de l'avant? Est-ce que vous êtes peut-être même quelqu'un qui est un peu trop grande gueule? Voilà, on vous observe pendant ces 15 jours. En tout cas, la première semaine, on va évoquer déjà la première semaine. Vous avez des tests sur lesquels vous êtes évalué et vous avez des entretiens assez régulièrement. Vous pouvez aller discuter avec l'encadrement et je vous invite à le faire. Ça vous permet de voir un petit peu le profil des gens qui sont déjà dans l'unité que vous voulez intégrer, de parler avec les gens même de l'unité que vous n'avez pas ciblée. Ça vous permet aussi de voir un petit peu la différence. Est-ce qu'on voit un profil différent de par ces personnes ou pas? Mais n'allez pas le faire non plus toutes les 5 minutes pour raconter vos vies. Parce que n'oubliez pas que ces gens-là vous observent et vous évaluent. Une des notes les plus importantes, ça reste la note, ce qu'on appelle la note de gueule, la note de comportement. Qu'est-ce que la note de gueule? C'est en gros, moi j'ai encadré une PMPFS et d'autres formations. Et dans le milieu militaire, la note de gueule, en fait, on observe et puis on va donner une note. C'est un peu, on donne une note on a une appréciation générale de la personne sur son comportement. Est-ce que c'est quelqu'un qui subit? Est-ce que c'est quelqu'un qui justement, même quand il est quand il subit, il le montre pas, il va de l'avant? Est-ce que quelqu'un qui fait part de cohésion ou pas du tout? Quelqu'un de solitaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui, même dans la difficulté, garde le sourire, façon de parler? Est-ce que c'est quelqu'un qui répond ou qui prend sur lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bon physiquement, qui est bon au niveau des cours théoriques, est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de gruger? On regarde tout et on se fait un avis. Est-ce que c'est une grande gueule? On détecte, il y a toujours la grande gueule dans un groupe, il y a toujours tout ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement effacé? Il est gentil, mais on le voit pas, on l'entend pas. Il y a plein de choses, et donc il faut prendre en considération tout ce le comportement qu'il faut avoir un petit peu, comment faut être, mais ça c'est des choses dont je parle avec vous, avec mes gars qui sont sur le mentoring avant que vous partiez faire ce type de préparation. Et on passe tout ça en revue de manière à ce que quand vous allez là-bas, vous soyez dans les meilleures conditions. Vous savez ce qui vous attend, vous êtes prêt. Tout simplement, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan du comportement, vous savez exactement, vous avez tous les éléments qui vont bien pour que ça se passe bien, et ça c'est très important. Ça c'est un petit peu la première semaine. Attention, il y a des activités sur lesquelles vous pouvez
être échec. Parce que n'oubliez pas quand même, c'est que la note de gueule est très importante, mais vous êtes évalué physiquement. Vous êtes évalué, je sais pas sur le plan théorique, hein, je crois que vous avez quelques tests à faire. Hein. On va vous parler de plein de choses, on va vous présenter des unités, on va vous parler de plein de choses, on va vous évaluer à l'écrit, donc il faut écouter. Hein, c'est comme à l'école, quand il faut écouter, même si on est fatigué. Mais vous allez avoir des notes, notamment sur, par exemple, une course d'orientation, sur une piste d'audace. Et sur des tests des max, hein, des tests de course à pied, de pompe, etc. Euh, et notamment deux choses, la piste d'audace et la course d'orientation. Course d'orientation, généralement, c'est pas difficile, hein, les niveaux sont faciles, faut pas s'inquiéter, c'est même très facile. Par contre, ça veut dire qu'il faut réfléchir et pas se précipiter. Ça, c'est de toute façon la même chose pour tout le monde et toujours en course d'orientation. Si vous vous foirez là-dessus, vous pouvez vite avoir un zéro parce que le temps, c'est une chose, mais par contre, le nombre de balises trouvées, c'en est une autre. Donc, vous pouvez faire un temps exceptionnel et il vous manque une balise, vous aurez une moins bonne note que quelqu'un qui a fait un temps moyen mais qui a trouvé toutes les balises. Donc attention à ce genre de choses. Normalement, on vous sensibilise là-dessus, mais c'est important parce que il suffit que vous vous plantez là-dessus, vous chopez un 0 ou un 10 et vous tombez dans le classement. Parce que la note, c'est la note, et la note, elle est là. Même si vous avez une super note de gueule, malheureusement, c'est dommage qu'il y ait une activité qui vous fasse chuter. Donc le but, c'est comme partout, c'est pas d'être champion du monde dans une épreuve, mais c'est d'être complet et d'essayer de donner le meilleur de soi-même sur toutes les épreuves. Je pense à la piste d'audace où certains font échec gouttière, et donc quand ça arrive, c'est un zéro. Hein. Et donc ça peut être une note qui, même si vous êtes très 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 bien classé, vous fait chuter dans le classement et vous ne pouvez ne pas avoir l'agrément à cause de ça. Alors c'est un peu bête, mais dans le milieu militaire, malheureusement, et vous le verrez plus tard si vous vous intégrez, parfois vous faites des stages et c'est la même chose. Moi j'ai fait des stages dans la police, c'est la même chose. Dans certains stages, vous pouvez être très très bon pendant toute la formation, être le meilleur. Le jour de l'examen, c'est tellement pointilleux que vous faites une petite erreur, notamment un stage de tir police, hein, par exemple, vous faites une petite erreur et vous pouvez, même si les formateurs vous ont observé et vous êtes un super mec, vous êtes très bon, vous faites une petite erreur, vous pouvez sortir du stage parce que malheureusement, il y a quand même ce critère de notation. Et ça, c'est important. Donc attention, ce qui veut dire que la préparation, encore une fois, elle est importante, que la préparation, c'est pas uniquement être champion du monde de traction, de pompe, augmenter ses max, mais ça va beaucoup plus loin, que qu'il y a une partie mentale à prendre en compte, qu'il y a des connaissances, et d'où les webinaires que je fais régulièrement avec vous, hein, c'est pour vous apporter toutes ces connaissances, toutes ces informations, des informations que il y a rien de, tout ce que je donne, ce sont des choses que je peux donner, que vous retrouvez en cherchant sur Internet, en source ouverte, mais encore une fois, pourquoi c'est potentiellement intéressant, c'est tout simplement parce que les sources ouvertes, il y en a tellement aujourd'hui qu'en fait, on a trop d'informations et trop d'informations tue l'information. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes informations et le reste, on fait abstraction. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la première semaine de la PMPFS. Et rapidement, pour terminer sur ce sujet, la deuxième semaine, elle se passe à l'étape. Vous allez sauter en parachute, mais avant de sauter en parachute, bien entendu, vous allez être formé. Déjà passer des tests, hein, voir si vous êtes bien apte physiquement, ça c'est important, parce qu'il faut être apte physiquement quand on saute en parachute, et ensuite être formé sur comment s'équiper, sur tout ce qu'il faut apprendre et connaître avant de sauter d'un avion. Ces moments-là sont très importants, il faut être très attentif. Normalement, sur cette semaine-là, vous n'allez pas avoir des activités de nuit, chose que je n'ai pas dit, mais sur la première semaine, vous allez potentiellement, comme dans toutes les PM, avoir des activités de nuit, bien sûr, des marches, bien évidemment. Et là, donc, bien sûr, sur la deuxième semaine, vous n'en aurez pas, puisque le but, c'est que vous restiez concentré, c'est important. Donc, important d'écouter, de suivre, de pas se faire remarquer, parce que il est facile de se faire remarquer. Vous rentrez dans un endroit qui est encore différent.
Hein, à l'étape, l'école des troupes aéroportées, vous êtes dans une enceinte militaire. Donc, qui dit je suis dans une enceinte militaire? En plus, je suis civil. Donc, vous êtes observé et croyez-moi, le premier pas de travers, on vous voit, on le dit haut et fort, vous faites remarquer et vous marquez pas des points. Donc, il y a des règlements dans une unité qu'il faut respecter et il faut être, comme on dit dans le milieu, il faut être carré. Et donc voilà, ça déjà, vous allez le voir, vous allez vous mettre dans l'ambiance rapidement et le ressentir. Euh, vous sautez en parachute, il faut dédramatiser, il faut pas stresser. Quand je dis stresser, il y aura un stress, c'est évident, mais il y aura aussi un petit peu ce côté de si vous êtes là, c'est pas pour rien, hein. Donc vous avez envie d'y aller. Mais c'est pas naturel de sauter d'un avion. Les premières fois, on a toujours un petit peu le stress. Et de toute façon, du stress, vous en aurez toujours. Hein. Quand on, voilà, encore une fois, c'est pas naturel de sauter d'un avion, surtout en automatique. Donc il y aura toujours un petit peu de stress, mais c'est pas forcément un gros stress négatif. Mais par contre, ça va vous montrer déjà si c'est fait pour vous. Hein. Peut-être que vous allez revenir de là en vous disant, bah, finalement, c'est pas fait pour moi. Moi, non, je peux pas. Ou alors, vous êtes complètement débordé par le stress et vous vous dites, non, je peux pas. C'est vraiment c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas le courage, ça peut arriver, hein, ça se voit des fois. Il y en a certains, ça s'est déjà vu, hein, qui font des refus de saut dans l'avion. Hein. Refus de saut, c'est non, je sortirai pas de l'avion, hors de question. Et en fait, eh ben, ils sortent pas de l'avion, hein, mais après, ben, ils rentrent chez eux et puis tout s'arrête, c'est terminé. D'autres qui ont les jambes qui flanchent. C'est-à-dire qu'ils arrivent tellement avec un stress devant la porte que les jambes, c'est des feuilles mortes et ça flanche. C'est des choses qui arrivent, mais pas de stress. Il faut le travailler mentalement. C'est aussi des choses qu'on peut évoquer ensemble. Alors généralement, ça se fait individuellement et par téléphone. Quand il y a des problèmes comme ça, on en parle. Je vais pas aborder ici et maintenant comment faire face à ce genre de situation. Encore une fois, ça serait un peu trop long et on sortira un peu du sujet. Mais en tout cas, je reste à votre disposition pour ce type de questions et toute autre question pour ceux qui sont en mentoring avec moi pour en parler par téléphone quand le moment venu arrive si vous avez cette appréhension. Et je le fais, ça arrive assez souvent. Ensuite, vous allez sauter, vous allez faire 2 sauts et vous allez avoir un pseudo brevet. Vous n'allez pas être brevet TAP. Hein. Votre brevet, voilà, vous l'avez pas. Vous avez un brevet parce que vous avez fait une préparation militaire parachutiste ou une PMPFS, mais vous ne serez pas breveté au même titre que vous le serez lorsque vous aurez terminé votre formation initiale. Cependant, c'est intéressant parce que ben, vous savez ce que c'est et vous n'êtes plus dans la découverte. Et ça, vous verrez que c'est important de ne pas être dans la découverte, que ce soit pour le saut en parachute et pour tout le reste d'ailleurs. C'est pour ça que sur le mentoring, on fait ce programme sortir de ma zone de confort où vous êtes mis pendant une semaine en autonomie et en totale immersion opérationnelle, ce qui vous permet de mettre vraiment un pied dedans et de voir comment déjà de voir un petit peu comment ça va se passer parce que c'est dans ces conditions que vous allez vous retrouver. Quand je dis ces conditions, c'est fatigué, je suis fatigué, j'ai froid, je suis mouillé, j'ai faim, je dois apprendre dans cet état-là, je dois restituer dans cet état-là, et ça dure sur le temps. Et je fais des activités physiques aussi dans cet état-là. Et plus le temps passe et plus ça empire. Alors c'est pas un stage commando, hein, n'ayez crainte. Beaucoup d'entre vous l'ont fait, mais ça vous permet de dépasser des limites, de vous projeter un petit peu, de voir pourquoi pas aussi vous dire, ben, peut-être que à ce moment-là, vous allez vous dire, mais je pense que c'est pas fait pour moi. J'ai fait 24 heures et ça me plaît pas et non, c'est pas fait pour moi. Faut savoir que dans ce programme sur le niveau 1, le matin, vous faites votre lit au carré. Ça peut paraître complètement, ouais, je vais faire mon lit au carré. Mais oui, mais quand vous allez faire votre formation initiale, vous allez faire votre lit au carré tous les matins. Donc si déjà à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de le faire et que ça vous fatigue de le faire au bout de 3 jours, ça va être compliqué pour la suite. Donc ça aussi pour but de vous orienter un petit peu. Mais encore une fois, ben, comme son nom le dit, vous sortez de votre zone de confort, vous dépassez vos limites,
vous vous plongez un petit peu en immersion et c'est ce qui est important et vous allez vous découvrir dans un état que vous n'avez pas l'habitude vous n'avez pas l'habitude d'être dans ce type d'état sur le plan physique et mental et donc vous allez apprendre sur vous-même. Le but, c'est de trouver des solutions aux problèmes quand il y en a. C'est pour ça que on a un débriefing ensemble quand c'est terminé, quelques jours après, et que vous vous auto-évaluez au fur et à mesure de la semaine et à la fin. Euh, ça va vous servir pour la PMPFS parce que, encore une fois, vous n'allez pas tout découvrir. L'environnement dans lequel vous allez être, ce changement de routine, vous l'avez vécu en autonomie. Donc, c'est encore plus dur de le vivre en autonomie qu'en groupe. Hein. Quand vous êtes en groupe, qu'on vous demande de vous réveiller la nuit, que tout le monde se réveille la nuit, c'est beaucoup plus facile que quand vous êtes seul et que vous devez vous réveiller 3-4 fois dans la nuit pour aller prendre des douches froides ou pour aller courir dehors. C'est plus facile en groupe que seul. Donc ça a ce côté aussi de vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'y arriver sans problème et que ça va le faire. Euh, Ça va vous aider pour la PMPFS, en partie un petit peu, parce qu'encore une fois, c'est pas un stage commando non plus, mais ça va surtout vous aider pour l'étape d'après, si vous êtes pris, qui sera la formation initiale ou la formation initiale force spéciale terre, puisque pour ceux qui veulent intégrer les FS, vous faites une FIFST, et pour ceux qui veulent intégrer la conventionnelle ou une autre unité, enfin la conventionnelle, hein, vous faites une formation initiale. La différence entre les deux, il n'y en a pas beaucoup. Hein, la formation, c'est la même pour tout le monde en partie, sauf que tous ceux qui vont dans des unités conventionnelles vont faire leur formation initiale dans un CEFIM, un centre de formation voilà, qui est conçu pour ça, où vous avez des gens qui vont faire la formation et qui partiront dans leur régiment après. Ce CEFIM, bien sûr, se fait, il y en a plusieurs en France, hein, dans différentes régions, donc vous ne faites pas votre formation dans votre unité. En revanche, pour ceux qui intègrent les forces spéciales, la formation se fait dans votre unité. Alors, quand je dis dans votre unité, par exemple, pour le 13, la FIFST se fait au 13. Moi, il y a quelques années, quand j'avais encadré une FIFST, c'est un peu différent aujourd'hui. La FIFST, il y a quelques années, c'était mixte, c'est-à-dire que c'était les candidats pour le 13 et le premier étaient mélangés, comme pour une PMPFS, et elle se faisait soit au 13, soit à Bayonne, et à l'issue, les gens étaient renvoyés dans leurs unités. Aujourd'hui, je crois que la FIFST pour le premier se fait au premier, pour le 13 se fait au 13. Pour ceux qui vont dans d'autres unités comme le 4e RHFS par exemple, font leur FIFST, je crois, au 13 ou peut-être au premier, mais ne la font pas, je crois, au 4. Mais je mets une parenthèse quand même, j'ai une petite incertitude, mais il me semble que c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc la formation initiale, qu'elle soit force spéciale ou pas, elle a un but, c'est de vous apprendre le métier de soldat, de vous mettre en condition, de vous apprendre les bases. Hein. On fait pas un spécialiste sans lui faire passer avant par les étapes de base. Donc on va vous apprendre à des cours théoriques, qui sont les cours de base, hein, que ce soit sur l'armement, que ce soit sur la topo, que ce soit sur tout ce qui est NRBC, tout ce qui est combat, tout ce qui est, enfin voilà, différents thèmes, différents domaines, pardon. Ensuite, vous allez avoir des tests physiques, bien entendu, toujours, hein, et un entraînement physique aussi, régulier, généralement. Vous allez aller sur le terrain pour mettre en application ce qu'on vous apprend. On va vous demander de savoir vous habiller, hein, savoir porter une tenue en fonction de la saison, différentes tenues. On vous apprend à marcher au pas, on vous apprend à chanter, à saluer, à vous présenter. Voilà, toutes les bases du soldat, on fait de vous un soldat. Vous êtes un civil, vous avez votre routine, on vous sort de cette routine, on vous met dans un nouvel environnement et on fait de vous un soldat. On vous apprend à respecter les règles, à les ordres, etc. Là, vous voyez bien tout de suite quand je dis ça qu'on se retrouve dans un environnement qui n'est plus du tout celui dans lequel on était quelques semaines avant, quand on était à la maison avec les copains en train de se préparer.
On est dedans, on est dans un nouvel environnement. Euh, Déjà, sur cette formation, il y a parfois des échecs. La plupart des échecs sont des abandons et la plupart des abandons, généralement, sont dus à du fait qu'on n'arrive pas à s'adapter à l'environnement. C'est pour ces raisons que quand on se prépare ensemble, on fait tout ce qui est le programme sortir de sa zone de confort. Ça vous permet justement d'arriver et de pas avoir un choc sur ce changement de routine, d'environnement. Ça vous permet aussi de pas tout découvrir, de pas vous retrouver dans quelque chose où tout est nouveau pour vous, puisque vous arrivez dans un environnement que vous maîtrisez un petit peu, vous êtes à l'aise, vous connaissez un petit peu et vous n'êtes pas surpris. Tout ça, c'est important parce que clairement, les abandons, déjà, au départ, sont dus généralement à cela. Euh, c'est aussi pour ces raisons qu'on fait régulièrement des webinaires. C'est aussi pour ces raisons que pour certains, on va passer du temps au téléphone avant votre intégration, qu'on va discuter, on va échanger. Parce que le but, c'est de vous préparer à ce qui vous attend, de vous dire ce qui vous attend. Et donc, ça vous permet à vous de vous projeter, de vous préparer mentalement, de visualiser un petit peu ce qui va arriver. Et c'est comme tout, quand on sait ce qui nous attend, ça se passe beaucoup mieux que quand on ne sait absolument pas ce qui nous attend. Ça, il n'y a pas de secret. Plus vous allez avoir d'informations concrètes, d'informations qui vont être justes, qu'on va vous dire comment ça va se passer, qu'on va vous dire que ça va être dur par moment, que ça va être compliqué, qu'il y a des moments où vous allez avoir du répit aussi, qu'il ne faut pas croire que ça va être toujours trop compliqué, pardon. Tous ces éléments-là vont permettre de vous conditionner et d'affronter tout ce qu'il y a à affronter. Euh, Encore une fois, je rentre pas dans le détail, mais j'en ai parlé par exemple au dernier webinaire, qui était un peu le sujet sur comment affronter un petit peu la pression dans un stage difficile, donc dans une FTS, donc qui dit FTS, c'est-à-dire une filière, un cycle long, enfin un stage long de spécialiste qui fait de vous un homme des forces spéciales, un commando, formation qui va être très longue, mais on parle aussi très bien de la formation initiale, mais à partir du moment où vous rentrez dans cet univers, voilà, on a évoqué comment un petit peu, déjà qu'est-ce que vous allez rencontrer comme difficulté, comment y faire face, pourquoi, voilà, c'est important. Et ce webinaire, le précédent, c'était un peu le sujet, et pour moi c'est très important parce que ça vous permet, encore une fois, de savoir ce qui vous attend, d'être prêt. Quand on ne sait pas, on en prend plein les dents et c'est compliqué. Dernièrement, dans une unité spécialisée, sur la première semaine de FTS, donc de cycle, de cycle long, vous savez que quand vous intégrez la formation, alors je déborde un peu, vous avez la formation initiale, que vous, quand on est civil, c'est ce que vous commencez par la formation initiale, et ensuite vous enchaînez sur la FTS. Euh, Vous savez qu'il y a des recrutements en interne pour des militaires, qui ont entre 2 et 50 services, qui ont postulé, qui ont réussi et qui intègrent. Eux, ils n'intègrent pas, bien entendu, comme vous, au début de la formation initiale, puisqu'ils ils sont déjà militaires. Donc on n'a pas besoin de faire d'eux des militaires, ce sont déjà des militaires. Par contre, ils vont intégrer, ils vont vous rejoindre sur la FTS, sur cette partie qui va être bien plus longue et bien plus difficile, sur tous les aspects. Dans une unité spécialisée, dernièrement, première semaine, 13 abandons. Principalement des EVU, donc des jeunes militaires, des mecs qui étaient déjà militaires et pas forcément des gens qui venaient du civil comme vous. Pourquoi ? C'est très simple, c'est tout simplement pour les raisons que je viens d'évoquer précédemment. Parce que ce sont des militaires, parce que ça fait entre 2 et 5 ans qu'ils sont dans leur régiment et que ça se passe bien, que le soir à 17h30 on a fini, qu'on a pris nos routines finalement, et parce qu'on est militaire et qu'on a moins, on s'y prépare moins psychologiquement, on se prépare moins psychologiquement à ce qui va se passer, parce qu'on est déjà dans le milieu, et quand on arrive, on prend un choc tellement gros que psychologiquement et mentalement ça ne passe pas et les gens abandonnent. Pourquoi ce ne sont pas il n'y a pas, c'est un exemple, mais pourquoi là, par exemple,
on pourrait se dire directement, bah, s'il y a 13 abandons, j'imagine que ce sont des jeunes qui viennent d'arriver, qui ont que 2, 3 mois de service. Eh bien non, tout simplement parce que les jeunes, eux, arrivent et sont déjà depuis plusieurs mois dans un rythme où on fait face à cette nouvelle routine, où on est en train de s'adapter à cet environnement. Et comme on est en train de s'adapter à cet environnement, lorsque vous rentrez sur une FTS, vous avez entre les deux aussi un peu de vacances. Mais lorsque vous repartez sur la FTS, vous êtes toujours quand même un peu dans cet aspect de je m'adapte, je suis en plein dedans. Donc c'est plus facile à encaisser que quelqu'un qui n'est pas du tout en phase d'adaptation, qui est déjà dans le truc et qui arrive et qui lui pour le coup ça lui fait bizarre. Donc voilà un peu pourquoi il y a beaucoup d'abandon si vite. Ça veut pas dire que c'est toujours le cas, mais là pour moi la raison c'est celle-ci et ça montre encore l'importance de prendre en compte euh, la préparation qu'il faut avoir en plus de la prépa physique, le côté mental et surtout le côté de préparation comme on le fait là, ne serait-ce que là, vous prenez des informations. Il y a toujours, des fois vous allez prendre que 10% d'informations, 5%, mais ces 5%, c'est peut-être 5% qui vont vous aider un jour parce que vous allez vous rappeler qu'on avait évoqué un sujet et ce sujet, il revient dans votre tête, vous y êtes préparé, vous savez, etc. Donc ça, c'est important. Donc le dernier webinaire où j'évoquais justement ce que je disais tout à l'heure, comment gérer un petit peu la pression de l'encadrement, comment gérer l'envie d'abandonner, faire face à la résilience, toutes ces choses-là, c'est très important. C'est très important parce qu'il faudra y faire face et si on sait et qu'on en est conscient déjà, on l'aborde plus facilement. Voilà. Une fois que la formation initiale ou la formation initiale force spéciale est terminée, vous passez votre brevet parachutiste. Cette fois-ci, vous allez à l'étape 15 jours et là, ceux qui ont fait une PMPFS, eh ben c'est cool, on sait déjà s'équiper, on est déjà bien dans le match. Pour les autres, il n'y a pas de problème, hein, on écoute, ça se passe très bien. Et là, vous allez sauter, vous allez faire 6 sauts. Rassurez-vous, les 6 sauts se font dans d'excellentes conditions, hein, puisque quand on saute à l'étape et que c'est les premiers sauts, c'est zéro prise de risque, donc on saute quand il y a moins de 6 mètres de vent ou 5 mètres. Enfin voilà, ça c'est un aspect un peu technique pour ceux qui connaissent pas, mais on vous met vraiment dans les meilleures conditions et s'il y a un petit truc qui gêne un petit peu, un peu trop de vent, peu importe, on vous fera pas sauter. Donc quand vous sautez, vous êtes dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, les nouveaux parachutes sont quand même beaucoup plus porteurs que les anciens parachutes, donc ça se passe beaucoup mieux. Moins de blessés, moins de risques de blessures, etc., etc. Donc pas de stress. Quand on écoute et qu'on restitue exactement ce qu'on a appris, ça se passe très bien. Et surtout à ce moment-là. Donc c'est un bon moment de passer son brevet parachutiste. C'est un moment où vous allez aussi, c'est la fin de votre première étape de votre formation initiale. Donc c'est un moment où vous allez retrouver l'encadrement et où vous allez découvrir un peu cet encadrement d'une façon différente puisque un encadrement, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pendant des mois, il est là pour vous booster, enfin pour vous mettre peut-être un peu la pression. Il y a toujours le mec sympa, le mec qui vous met la pression. Enfin voilà, c'est comme ça. Et à la fin, ça se détend et on passe de bons moments et c'est vraiment cool. Mais attention, vous êtes breveté, vous êtes fier de vous, voilà, vous avez passé un peu toutes ces étapes et vous êtes un soldat. On vous montre, on vous fait comprendre et vous pouvez être fier, vous êtes un soldat. Mais vous n'êtes qu'un soldat. Puisque ensuite, généralement, vous avez un peu de vacances. Et donc, quand on part en vacances, on se relâche, on retourne dans une zone de confort, dans un quotidien qui nous avait manqué. On retrouve la copine, la famille, les copains, on sort on est tout fier, on est tout content. Et puis ensuite, on retourne au régiment pour attaquer les choses sérieuses, donc la FTS. Et là, et là souvent, c'est difficile parce que juste avant, on était où?
Vous vous rappelez, hein, la formation, ok, on a un peu la pression, mais on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Le brevet part, la pression retombe, l'encadrement se détend, c'est cool, on part en vacances, etc. On revient, nouvel encadrement qui lui va pas se détendre normalement. Et puis d'entrée, ça va être difficile. Généralement, c'est difficile d'entrer, et donc il y a un choc. Il y a un choc. Donc, si on n'est pas préparé mentalement, si psychologiquement on n'est pas au courant de ça, on ne sait pas que ça va se passer comme ça, ben, ça se passe mal. C'est compliqué. Soit on est très fort et on passe le cap, et bravo pour ceux qui le passent, parce que bon, on le passe, mais il y a quand même beaucoup d'abandons. Et encore une fois, ces abandons, j'ai évoqué tout à l'heure pourquoi il y en avait autant, et vous devez, en associant un petit peu tout ça, comprendre et en voir l'importance. Donc encore une fois, les webinaires, ils servent à ça aussi. Dans le mentoring, ils servent à vous familiariser avec tout ça et à vous faire prendre conscience de tout ça. Euh, donc là, dernière étape, hein, donc la FTS, ce qu'on peut appeler une filière, ce qu'on peut appeler un cycle long, voilà, on peut appeler de différentes façons, mais c'est le stage long qui va faire de vous un spécialiste et qui va vous permettre de devenir équipier, de devenir opérateur, de devenir voilà, ce que vous cherchez depuis bien longtemps et d'aboutir pour aboutir à vos rêves qui étaient votre objectif de départ. N'oubliez pas que très peu y arrivent, très peu vont au bout. Si très peu vont au bout, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que c'est difficile, c'est long, c'est difficile sur le plan physique, c'est difficile sur le plan mental et psychologique, c'est difficile sur le fait de tenir sans se blesser. Euh, c'est difficile sur le plan théorique. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut tenir le coup. Il faut pouvoir réussir à avoir la moyenne, à avoir de bonnes notes tout au long du cursus. Euh, c'est difficile sur le plan. Enfin, j'ai évoqué un petit peu tous les plans, façon de parler, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est long et parce que c'est comme ça. Et c'est fait exprès. C'est aussi il est c'est fait exprès parce que on peut pas se permettre à la fin d'une formation de prendre quelqu'un qui n'est pas je vais pas dire parfait parce que personne n'est parfait, mais qui n'est pas enfin, qui n'est pas en mesure, en qui on peut pas avoir vraiment confiance sur le plan de ce métier. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Quand vous avez réussi, que vous partez en mission avec votre équipe, les personnes qui sont avec vous dans votre équipe, votre vie dépend de votre camarade qui est à droite, votre camarade qui est à gauche, sa vie dépend de vous, votre vie dépend de lui. Voilà, c'est ça une équipe. Hein. Et quand on part en mission, eh ben, les missions, potentiellement, ben voilà, hein, vous savez comment ça se passe et vous savez ce que c'est. Je vais pas vous faire un dessin, donc vous devez avoir totalement confiance aux gens avec qui vous partez, et il en est de même pour eux. Donc on peut pas se permettre de prendre des gens qui sont ouais il est sympa, il est pas très bon mais il est sympa. Non, il faut vraiment être très bon et tenir le coup. C'est pour ça que les formations sont longues, c'est pour ça que les formations sont difficiles et c'est pour ces raisons que il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive au bout. Euh, Maintenant, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il y a des échecs et parfois ça ne veut pas dire que parce que vous avez fait un échec vous n'irez pas au bout, hein, parce que vous pouvez sortir de la formation et re-rentrer dans la formation plus tard. En revanche, ça dépendra de pourquoi vous vous êtes blessé. Il y a des échecs par blessure, enfin, pourquoi vous sortez, il y a des échecs par blessure, par abandon, etc. Bien entendu, quand on abandonne, on sort et c'est terminé. On peut aussi se faire éjecter, hein, parce on n'est pas bon, on n'a pas le niveau, on suit pas, donc on vous garde pas. Donc voilà. Formation difficile, vous l'avez compris. Cependant, et vous le savez, rien n'est impossible. Et encore une fois, quand on se prépare, eh bien, tout devient possible. Euh, il faut savoir affronter tous les moments qu'il y aura à affronter.
Que dire de plus par rapport à cette formation à la FTS? Écoutez, pas grand-chose. Je peux pas non plus aussi rentrer trop dans le détail. Donc vous avez vu que il y a beaucoup d'étapes. Il y a ça commence au premier entretien avec le recruteur, au test CSO, aux entretiens avec les recruteurs, à la formation initiale ou à la FIFST, la PMPFS juste avant, pardon, la FIFST, la formation initiale, la FTS. C'est beaucoup d'étapes. Et tant qu'on n'a pas validé chacune de ces étapes, on ne verra pas le bout du tunnel. Et pour voir le bout du tunnel, il va falloir se concentrer sur chacune des étapes. Si on ne se prépare pas correctement, on ne visualise pas chacune des étapes, on voit tout de suite, ouais, moi je veux faire ce métier-là, je veux aller dans cette unité, et on ne pense qu'à ça, qu'à l'objectif final, il y a de grandes chances qu'on sorte à un moment ou un autre, parce qu'on n'était pas bien préparé là, parce qu'on n'avait pas pensé à ça, parce qu'on n'avait pas ces informations. Voilà. C'était le cas avant, à mon époque, parce qu'on n'avait pas Internet, il n'y avait pas d'informations. Donc on allait vers l'inconnu et puis on affrontait ce qu'il y avait à affronter. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez 1 milliard d'infos, mais c'est pas forcément plus facile parce qu'il y a trop d'infos. Et quand il y a trop d'infos, on voit de tout et n'importe quoi. Donc c'est aussi pour ça que le mentoring, quand on bosse ensemble, le but c'est de vous accompagner du début à la fin, de répondre à vos questions, de répondre à vos soucis, de vous aider à avancer quand c'est compliqué. Enfin voilà, c'est tout en fait. Hein. On essaie vraiment d'aller dans chaque domaine à votre demande bien sûr, puisque c'est à vous de me solliciter quand vous en ressentez le besoin et de me tenir au courant des différents événements qui arrivent. Vous avez vu aussi que par rapport à toutes ces étapes, le physique, c'est bien mignon, mais il n'y a pas que le physique. Et puis quand on parle de physique, encore une fois, je ne vais pas détailler parce que c'est pas le sujet, mais qu'est-ce que moi j'observe c'est que, et vous l'observez aussi, comment on se compare, comment les jeunes qui veulent intégrer quelque unité que ce soit, et partout, et même entre préparateurs physiques, les gens, vous remarquerez que c'est « Ah, tu fais combien en traction, toi? Ah, tu faisais 8 tractions il y a 2 mois, aujourd'hui t'en fais 16. T'as la meilleure des prépas. T'as la meilleure des prépas, c'est ce qu'il y a de mieux. On se juge à combien je faisais avant, combien je fais aujourd'hui. Alors c'est bien, très bonne prépa, grosse progression rapide. Mais comment se passe la prépa? Quel type de prépa? Logiquement, une prépa faite pour vous faire augmenter vos max. Donc très bien. Donc une prépa efficace sur les tests CSO. Une prépa efficace pour vous donner le niveau pour avoir l'agrément. Mais la suite. Le problème, c'est que la suite, bien souvent, il n'y en a pas beaucoup. Bien souvent, on continue comme ça. On continue à chercher à être le meilleur là, augmenter dans tel domaine ou tel domaine, et ça s'arrête là. Sauf que quand vous arrivez, ne serait-ce que à la PMPFS, et encore je suis gentil, mais quand vous arrivez en formation initiale et surtout en FTS, c'est plus pareil. Parce que là, déjà, on va pas vous préparer. C'est trop tard, hein. Vous rentrez plus dans une phase de préparation, vous rentrez dans une phase de régression physique. Vous allez rentrer dans un moment où vous arrivez avec une condition physique, elle est comme ça. Cette condition physique, avec les mois et les mois qui vont passer, soit vous allez réussir à la maintenir un petit peu, mais elle va rétrécir un peu parce que vous êtes soit en surentraînement, soit on vous en demande trop, et c'est pour ça que c'est difficile, soit des fois il se passe rien, donc on fait rien. Et donc c'est compliqué. Donc, et c'est ça, c'est comme ça tout le temps. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est important d'arriver préparé de la bonne façon. Et de la bonne façon, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure, et ça je le répète tout le temps, hein, vous l'avez tous entendu, d'encaisser physiquement, d'être fort en endurance de force, d'être capable d'encaisser, de récupérer très vite pour repartir aussi fort, d'être complet sur un spectre général, et c'est ça qui est important. Parce que c'est ce qu'on va vous demander, et on va vous demander de tenir le coup le plus longtemps possible. Parce que toujours pareil, comme je le dis encore très souvent, le physique, il va falloir qu'il tienne le plus longtemps possible, le plus haut possible, mais il va descendre.
Et quand il va descendre, ce physique, c'est le mental qui va prendre le relais. Si en plus vous n'avez pas les clés mentales, quand je parle de clés mentales, c'est tous les éléments que j'essaie de vous donner, de vous transmettre, de par les webinaires, de par le téléphone, quand on échange, etc. Tout ce que moi je peux essayer de vous donner. Si vous n'avez pas tous ces éléments-là, d'autant plus ça va être compliqué à affronter sur le plan mental. La difficulté, les obstacles vont être durs à passer. On aura la main plus légère pour aller sonner la cloche et pour abandonner. Parce que quand le physique n'est plus là, c'est le mental qui prend le relais. Et encore une fois, le mental, plus tard il prend le relais, mieux c'est. Si au bout d'une semaine, le mental, vous êtes déjà sur le mental parce que physiquement vous êtes déjà HS, vous avez intérêt d'être très fort mentalement. Mais n'oubliez pas non plus qu'une formation, ça veut pas dire, il faut pas imaginer aussi, ça c'est important, sur ces formations-là, que vous arrivez et qu'on vous met et que ça va être très très difficile au début, c'est ce qui se passe généralement, mais que ça va être tout le temps comme ça. Sinon, vous n'irez pas au bout, parce que ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est difficile, et puis d'un coup, il se passe plus rien, c'est le calme plat. Et puis d'un coup c'est difficile et c'est le calme plat et ça va être comme ça pendant des mois et des mois. Donc quand c'est difficile, il faut passer ces étapes-là. Quand c'est le calme plat, il faut en profiter pour recharger les batteries, récupérer, se reconditionner mentalement et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avance, objectif par objectif. Là je déborde un petit peu, c'est le sujet d'autres webinaires où je rentre plus en détail, mais tant qu'à faire, voilà, je l'évoque un petit peu. Donc, d'où l'importance de se préparer sur un spectre très très large et sur la durée. Et donc voilà. Je pense que on a fait le tour. Alors, le but c'est de parler des différentes étapes de l'intégration. Juste rapidement, en 5 minutes, pour les gars qui sont déjà militaires et qui veulent intégrer une unité FS, donc ceux qui postulent en interne, il y a quelques éléments à prendre en compte, un peu comment ça se passe. Alors ça se passe d'une façon un peu différente quand on est militaire du rang ou sous-officier. D'une façon générale, il faut avoir entre 2 et 5 ans de service, entre 12 et 72 mois, je crois, quelque chose comme ça. Si vous avez plus, on ne pourra pas vous prendre. Si vous avez moins, c'est encore trop tôt. Il faut savoir aussi que c'est plus difficile, il y a moins de place, les étapes, c'est un peu plus difficile. Et donc, il faut, voilà, hein, quand on est militaire, de toute façon, on peut plus revenir en arrière, hein, on peut plus, voilà. Mais voilà, c'est plus facile aujourd'hui de rentrer en tant qu'évat que de rentrer en étant déjà mili et de répondre à un message de prospection. Justement, comment ça se passe? Vous recevez un message de prospection. Vous recevez pas individuellement, mais dans votre unité. Donc déjà, il faut aller le chercher ce message. Il faut se renseigner. Il faut savoir quand il tombe, parce que bien souvent, il est là, vous le savez pas, puis ça vous passe à côté. Ensuite, vous répondez à ce message de prospection. Donc vous allez faire une demande. En fonction de sous-officier ou militaire du rang, vous allez devoir envoyer un CV, une lettre de motivation. Votre dossier va être étudié. La DRHAT, la Direction des ressources humaines de l'armée de terre, peut mettre un veto en fonction de la spécialité que vous avez. Si c'est une spécialité déficitaire, peut-être qu'ils se refuseront de vous laisser partir. Donc dans ce cas-là, vous ne pourrez pas. Mais si tout est ouvert, et si vous êtes sélectionné, on va dire, vous allez faire des tests de présélection. Ça se passe de différentes façons. Généralement, alors là, je suis assez large dans ce que je vous dis, mais vous allez avoir des entretiens, ça c'est une évidence. Vous allez avoir des tests physiques écrits et parfois pour notamment tout ce qui est sous-offre, un rallye qui va durer une semaine et pendant une semaine, voire un peu plus. Voilà, je vous fais pas le détail, mais vous dormez pas beaucoup, vous faites beaucoup d'activités physiques et vous faites plein de choses sans vouloir dévoiler trop de choses. Mais voilà, vous passez une semaine où il faut être prêt. Et toutes ces choses, et des entretiens encore et encore. Et tout ça, toutes ces choses-là font qu'à la fin, on vous donnera un agrément ou pas. Si vous avez l'agrément, il est valable, je crois, 2 ans. Et donc, vous pourrez intégrer l'unité et c'est bon. Quand vous intégrez une unité, que vous êtes déjà militaire, vous avez intégré la formation, vous allez rentrer directement en FTS. Si vous faites échec, on vous renvoie dans votre régiment. Il y a d'autres critères qui sont importants à prendre en compte, notamment sur l'aspect TAP. Si vous êtes dans un régiment non parachutiste, il faut savoir que
faut pas forcément être dans un régiment parachutiste pour intégrer les forces spéciales par la suite. Vous pouvez très bien demander, répondre aux messages de prospection, même titre que les autres. Et donc, il faudra par contre être apte TAP et donc réussir les tests TAP. On vous enverra, vous devez envoyer vos tests CCPM, donc les tests que vous faites tous les ans dans les régiments. Vous devez les envoyer. Les tests TAP, vous devez les envoyer. Ça fait partie du dossier. Et donc, on vous demande, et c'est écrit noir sur blanc sur le dossier, d'avoir un excellent niveau physique. On va commencer par observer votre dossier. Déjà, on va se dire, OK, lui, laisse tomber, c'est pas possible, ça va pas le faire. Ou lui, OK, il a un très bon niveau physique. Mais ça ne reste que de l'écrit sur un papier. Donc, quand vous allez arriver pour des tests, vous allez, quoi qu'il en soit, généralement, passer des tests et serez évalué. Donc, encore une fois, l'aspect physique, il est important pour une prospection en interne. L'aspect entretien, il est encore plus important, parce que forcément, on va vous cuisiner. Et puis, tout le reste est important, encore une fois, c'est la même chose. Donc voilà pour cette partie-là. Juste un point que j'évoque, parce que c'est un point que j'évoque souvent avec certains d'entre vous, que j'ai au téléphone lors des les premières prises de contact pour les mentoring. C'est très simple, c'est que pour certains, lorsque vous souhaitez intégrer une unité FS, alors j'ai parlé de l'âge, j'ai parlé de tout ça, certains hésitent entre partir en école de sous-off ou commencer en tant que militaire du rang et savent pas trop. Ça, c'est personnel et c'est moi qui le dis. Vous savez que quand vous intégrez une école de sous-off, vous rentrez tout de suite dans une phase de concours, hein, puisque l'école de sous-off, ça dure un certain temps. Vous êtes un certain nombre, il y a quand même pas mal de monde. C'est pas difficile pour y aller, hein. Les critères ils sont pas très compliqués. Il faut être bachelier, etc. Mais c'est pas très compliqué sur le plan physique et autres. Par contre, une fois que vous êtes là-bas, c'est très simple. Il y a un classement. D'accord. Vous êtes aussi évalué. J'ai préparé j'en prépare certains d'entre vous qui se préparent pour entrer en école. Et pourquoi? Parce que vous êtes évalué sur le plan physique, vous êtes évalué sur le plan théorique, sur le plan, sur tous les plans, les mêmes plans, hein, la note de gueule, tout ce qui va bien. Et le premier, il y a un certain nombre de régiments qui est proposé à chaque session. La fin, ça se passe dans un amphi. Le premier, on va citer son nom, bravo, tout le monde l'applaudit, c'est le premier, il se lève. Il y a tous les régiments, il choisit l'unité où il veut aller. Le deuxième, il choisit. Donc, autant vous dire que si vous êtes 10e, eh ben, les 10 meilleurs régiments, logiquement, ne sont plus là. Donc, ça devient déjà compliqué. Et autant vous dire qu'il n'y a pratiquement jamais de place pour les FS. Donc, même si vous terminez premier, vous avez été très, très bon, ça va être difficile d'obtenir une unité FS directement. Là où vous pouvez obtenir une place en FS, c'est via le MHM, l'école de sous-officiers là, de l'école de haute montagne. Eux ont généralement une place ou deux réservées pour les FS, mais il faut que ce soit SASP, etc., etc. Donc, il est difficile d'envisager d'intégrer une unité FS en passant par la voie sous-offre directement. Il faut en être conscient parce que lorsque vous décidez d'intégrer l'armée, posez-vous une seule question. Est-ce que je vais intégrer, ma priorité, c'est vraiment intégrer une unité FS ou c'est intégrer ou être sous-officier. Voilà. Partez du principe que si vous rentrez en tant qu'EVAT, vous avez plus de chances, logiquement, hein, c'est évident. Mais partez du principe qu'une fois que vous avez intégré une unité en tant qu'EVAT, vous pouvez être sous-officier si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et c'est important pour l'évolution de votre carrière très rapidement. Je prends mon exemple, je suis rentré en 2001, j'étais deuxième classe. En 2003, j'étais sergent. Donc, en 2 ans, je suis passé sous-officier. C'est pas compliqué. Vous terminez dans les premiers pendant votre formation initiale ou votre FTS. Pendant vos formations, vous terminez dans les premiers. Vous allez faire le CME hein, pour les militaires du rang. Je sais plus si ça s'appelle toujours comme ça. C'est l'étape qui vient un peu après. Pareil, terminer dans les premiers. Et je parle aussi surtout pour ceux qui sont dans la conventionnelle. Hein, et mieux vous êtes classé dans les stages que vous allez faire, plus vite on peut vous proposer, ou vous, si vous demandez à partir d'école de sous-offre, ce sera accepté. C'est sûr que si vous terminez dernier,
Vous demandez à partir en école de sous-off, on va vous dire, mon coco, dans tes notations, on t'a pas mis que tu avais le profil sous-officier et tu as terminé dernier à tous tes stages. Donc ça à prendre en compte. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai des élèves, des gars qui sont militaires et qui se préparent pour ces stages-là, pour ce type de stage. Parce que, dites-vous bien une chose, c'est que chaque étape est importante, quel que soit où on en est et durant toute sa carrière. Voilà, donc là j'ai fait le tour, 8h30, 9h30, 1h30. On va essayer de ne pas rester 2 heures sur les questions. Je regarde, tac, tac, tac. Le webinaire est enregistré, comme d'habitude. Pour ceux qui sont en mentoring avec moi, vous avez le lien pour voir tous les webinaires que j'enregistre à chaque fois. Le lien est public, mais il ne le restera pas éternellement. En l'occurrence, vous pouvez visionner tous les webinaires. Alors, il y en a 6 pour l'instant sur la page YouTube qui est accessible pour l'instant. Voilà. Après, c'était des remarques. Je vois. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Si je peux y répondre, j'y répondrai avec plaisir. J'ai Poséidon qui dit bonsoir, vous avez fait quoi études parcours avant le premier? Alors, si tu parles pour moi, avant le premier, j'étais pas au premier. Moi, je suis passé par le 13 en P1 et donc j'étais pas au premier. Et à mon époque, il n'y avait pas besoin. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas une obligation, mais c'est quand même important de passer par la case bac. Moi, je suis rentré, j'avais pas de bac. Hein, je suis rentré, j'avais 18 ans, donc je suis parti très vite. Et donc, pour mon parcours, il est, pour le résumer très rapidement, hein, quand je suis rentré au 13e RDP, le 13e RDP ne faisait pas encore partie des forces spéciales. Il est passé 2 ans, 1 an après. Je crois que c'est 2002 ou 2003, voilà. Et moi, j'étais pas en équipe puisque j'étais préparateur physique pour les équipes, pour le régiment. Et j'ai fait ça pendant 13 ans. Ensuite, alors je vous fais un petit truc rapidos et pas trop détaillé non plus. Ensuite, j'ai écrit donc CrossOps, pour ceux qui savent pas. Bon, normalement, normalement, vous le savez plus ou moins, mais le premier manuel de préparation physique adapté aux unités opérationnelles, c'était en 2013. Je me suis séparé de CrossOps aussi, quelques années plus tard, puisque en 2013, je suis parti. J'ai préparé un concours en interne, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour intégrer les services spéciaux. J'ai passé toutes les étapes qu'il y a à passer, j'ai réussi, et donc je suis rentré dans ces services-là pendant 10 ans, sur un poste opérationnel. Et donc voilà, donc ça fait 22 ans. Et j'ai terminé en écrivant, en revenant un peu sur la scène au niveau prépa physique, en écrivant Séquence Ops, que j'ai écrit avec Aurélien, qui lui est patron d'une caserne de la BSPP. Et puis j'ai quitté, voilà, c'est très récent, et je me consacre essentiellement aujourd'hui au mentoring. Voilà, ce que je fais avec vous. J'y consacre la plupart, voire tout mon temps. J'interviens aussi dans certaines écoles et entreprises pour d'autres sujets. Et puis, que dire de plus? Voilà, je vais pas rentrer trop dans le détail sur tout ça, mais voilà, rapidement. Ensuite, enchaîne-t-on la sélection directement après la FIFST? Alors, qu'entends-tu, Hugo, par la sélection? Puisque après, je pense que tu parles de la FTS, puisque après la FIFST, donc la formation initiale, tu as ton brevet parachutiste, ensuite tu as généralement quelques jours de vacances et tu enchaînes sur ta FTS. Ça s'enchaîne assez rapidement. Salut Guillaume, au niveau des échecs sur blessure, une tendinite permet un retour dans la formation après un rétablissement ou non?
Alors oui, généralement, en fait, généralement quand vous avez des blessures, si c'est pas des blessures qui vont être très graves, une tendinite généralement, ça vous fait pas échec à une formation. Après, attention, ça dépend le moment où ça arrive. Si vous êtes sur une période où vous allez passer, vous êtes évalué sur le terrain, c'est le truc final et vous avez une tendinite, bah déjà c'est évident qu'il faut serrer les dents et puis là, on n'est plus à l'entraînement, hein, donc on serre les dents jusqu'à ce que voilà, on donne le maximum, hein, on n'abandonne pas comme ça, même si c'est très très dur. Et de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que pendant votre formation, et ça je l'ai dit déjà hein, dans d'autres webinaires, il y a des moments où la blessure, elle va être là, hein, elle va être là. Et puis de toute façon, on n'est pas en phase d'entraînement, on n'est pas sportif de haut niveau ou autre, donc ça n'existe pas. Hein, petite phase de repos, dès que ça va bien, je reviens. C'est je prends sur moi et tant que je peux, tant que je marche, tant que j'avance, j'avance. Et quand j'avance plus, j'avance plus. Et si l'encadrement décide de vous sortir, il vous sort. S'il décide de vous sortir temporairement, il vous sort temporairement et puis il vous remet dans la formation. Voilà, le but étant, c'est le facteur chance. Tu as une tendinite et puis tu rentres sur une phase où tu es surtout sur une partie théorique, donc ça cause pas trop de problèmes, et tant mieux pour toi. Après, si c'est une blessure plus grave, ça peut poser problème. Hein. J'ai un de mes gars qui s'était fait une grosse blessure à l'épaule, qui était sorti de la formation, qui n'avait pas été viré. Hein. Il était civil, il était sur une FTS, il avait fait plusieurs mois, il est sorti, il est resté au régiment dans un autre escadron. Et puis quelques mois plus tard, il a repris la formation, mais il a repris la formation du début et là avec d'autres gars qui connaissaient pas en fait, hein, une nouvelle formation. Donc il a fallu qu'il reprenne tout depuis le début et qu'il se réadapte à l'environnement, aux personnes, etc. Mais il l'a très bien fait et puis il a réussi, il a été au bout. Donc voilà. Vous conseillez les études avant concours. Vous conseillez les études avant le concours. Alors, je vois pas ce que tu veux dire avant le concours. Je pense que tu veux dire avant d'intégrer une, l'unité, en fait, les forces spéciales. Oui, c'est au moins un bac, au moins un bac. Après, certains d'entre vous ont même un bac plus 5, donc après, il y a toujours attention à prendre en compte ce côté âge. Hein, si vous vous dites, OK, je vais privilégier les études, je vais aller chercher un bac plus 2, bac plus 3, et que vous avez votre bac plus 3, mais vous avez 25 ans ou 26 ans, vous dites, super, hein, j'ai consacré 3 ans, j'ai mon bac plus 3, maintenant j'y vais, et qu'on vous dit, vous êtes trop vieux, ah, c'est dommage. C'est mal jugé. Donc faites attention à ces petites choses-là, mais bien sûr, c'est toujours plus intéressant d'avoir un certain niveau scolaire. Ça va vous aider, c'est pour vous. Hein. Après, vous avez juste un bac, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vous, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas un bac plus je ne sais pas quoi qu'on n'est pas capable. Mais voilà, ça reste logique. En tant que préparateur physique, lors de ta reconversion vers les services spéciaux, ça sera très bien. Tu continuais à former un peu tes équipiers là-bas. Ce n'était pas ta première préoccupation. Non, pas du tout. Dès que j'ai quitté, j'ai quitté. Hein. Donc moi, quand j'ai quitté, je ne formais plus. Voilà, j'ai changé d'affectation. Voilà, tout simplement. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a. Serait-il possible on est sur autre chose. Si jamais on est pris pour la PMPFS pour les 2 semaines, elles sont dispensées pour ceux qui ont du travail. Alors, là, on s'adapte pas. En fait, la PMPFS, elles sont calées généralement pendant les périodes de vacances scolaires. Donc, si vous bossez, il vous faut poser des congés. Euh, voilà. Si vous êtes étudiant, normalement, ça match, mais si vous bossez, il faut poser des congés. Malheureusement. En tout cas, il faut se débrouiller. Mais c'est comme ça. Les résultats au test psychotechnique ont-ils une réelle importance aux yeux des recruteurs? Oui, ça a une importance. Alors, ça a toujours une importance. Des tests psychotechniques, on en rencontre partout où on veut rentrer quelque part. Maintenant, il faut pas s'inquiéter dans le sens où j'ai rarement vu des gens échouer sur des tests psychotechniques. Quelqu'un qui échoue sur un test psychotechnique, c'est qu'il y a quelque chose qui est, voilà, ça bug un peu, quoi.
C'est de la logique, souvent des tests de logique. Il y a un minimum, voilà, il y a un minimum requis. On vous demande pas d'avoir un QI qui explose tout, mais on vous demande d'être logique dans vos actes, dans vos pensées, dans ce que voilà, dans comment vous, je sais pas, on vous met deux cubes, deux ronds et un triangle, on vous dit qu'est-ce qui manque. Le mec il manque un rond, bon, il y a un problème quoi, hein, il manque un triangle. Et c'est parfois pas plus compliqué que ça. Donc il faut pas stresser sur les tests psychotechniques. Eh bien, écoutez, encore une question. Après, on n'ira pas trop loin, puisqu'il est déjà 22h15. C'est pas pour moi, hein. Moi, je peux rester jusqu'à minuit, mais après, ça va faire peut-être un peu long pour beaucoup. Les dates pour rentrer dans les unités FS, elles sont fixes ou c'est changeable. Alors, d'une année à une autre, ça peut changer, hein. C'est peut-être pas toujours pareil, mais en tout cas, sur une année, quand vous recevez, ah oui, je parlais en interne, moi. Alors, déjà en interne, hein, vous recevez le message de prospection, il y a bien écrit toutes les unités, toutes les dates, toutes les étapes sont bien écrites. Vous savez avant quelle date vous envoyez le dossier, etc. Et quand vous êtes civil et que vous voulez intégrer une unité FS, elles sont pareilles pour l'année. Très souvent, c'est à peu près les mêmes créneaux, hein. Généralement, c'est mars, septembre. Voilà, souvent. Après, il y a eu des années où je crois c'était juillet. Donc ça dépend d'une année à une autre, ça peut changer. Mais, euh, mais voilà, après, il y a généralement 2 sessions par an. Après, encore une fois, ça dépend des unités, ça dépend des années. Voilà, rien n'est, voilà, on peut pas être sûr à 100%. Concilier la vie de famille et les FS, possible ou compliqué? Tout est possible. Toujours possible, mais tout est compliqué. Ça dépend de ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas être dans une période où il y a énormément de départs, hein? Il y a des périodes où il y a des départs très très souvent en fonction de l'actualité, d'autres périodes pendant une carrière qui sont plus calmes. Il y a des périodes où tu vas être beaucoup en stage, d'autres périodes où non. Il y a des périodes où tu vas être mis un peu de côté, peut-être que tu vas prendre un peu le verre et bosser dans un bureau, plus sur un truc, moins sur le terrain. Donc en fait, la vie de famille, elle est faisable parce que sinon il y aurait que des mecs qui seraient séparés ou célibataires et c'est pas le cas. Euh, mais voilà, il faut être conscient que c'est pas, tu vas pas être fonctionnaire et tu vas pas rentrer à la maison toute l'année, tous les jours à 17h30, etc. Il y a des périodes où tu seras pas là, ou des fois tu seras pas là pendant longtemps. Donc il faut en être conscient. Il faut que tes proches, ta compagne, tes enfants, etc. en soient conscients. Et puis après, c'est un rythme qui se met en place. Et puis, mais ça le fait. Voilà, il faut être en accord avec ta moitié ou voilà. Voilà. Eh ben écoutez, sur ce, voilà, merci Grégory, tu viens clore la soirée. Euh, Merci à vous pour votre participation. Encore une fois, alors je crois qu'il y avait quelques extérieurs ce soir parce que j'ai ouvert un petit peu le webinaire, comme c'était un thème pas forcément très perso pour vous, mais assez général. Donc j'ai ouvert le webinaire un peu à tout le monde. Donc merci pour ceux que je ne connais pas d'avoir écouté, d'être venu. Et puis à toute mon équipe, à tous mes petits gars, merci à vous. On lâche rien, on continue. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des thèmes particuliers à aborder. On s'appelle quand on peut. Pour les prépas entretiens, ça commence à arriver, donc je sais que j'en ai pas mal. Enfin voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et juste une dernière chose, normalement septembre, il va y avoir un webinaire avec Romain. Ça sera une première puisqu'on sera deux et c'est Romain qui va vous parler de son ascension du Mont Blanc et surtout de la préparation, comment lui l'a vécu, comment il a vécu sa préparation, comment il a vécu son ascension qui s'est passé bien mais avec quelques petites péripéties. Et Romain, lui, est pas du tout militaire, il vient du milieu civil, c'est déjà un sportif, un très bon sportif. Voilà, je pense que ça va être sympa. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire, peut-être pas sous cette forme-là, ça sera peut-être un live sur Insta, enfin on verra.
Mais voilà, ça arrivera normalement en septembre et potentiellement sûrement un autre webinaire très bientôt. Soit une question-réponse, soit un thème, et je pense un thème que j'ai pas encore défini. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les communiquer. Il y a encore plein de trucs à aborder. Voilà, sur ce, je vous libère, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao ciao.